Bonjour à tout le monde. Sur ce webinaire, nous avons la chance d'accueillir deux des partenaires de l'école Microsoft IA Brest. Donc Capgemini représenté par Jean-Gaël et Crédit Agricole représenté par Audrey et Denis. Ils sont là pour partager avec nous des projets qui tournent, qui utilisent directement l'IA au sein de leur structure. Et la particularité de ces projets, c'est qu'ils font intervenir du coup des alternants qui ont été formés à l'école Microsoft IA. Donc, pour ceux qui n'étaient pas sur la conférence d'avant, pour les témoignages de certains de ces alternants, sachez que Microsoft et Simplon ont ouvert une école, donc une formation pro, en octobre dernier, destinée aux personnes en reconversion qui souhaitent du coup devenir développeurs data IA. Et cette formation est pilotée par l'ISEN sur le territoire, donc sur Brest. Et donc voilà, donc ils ont fait 7 mois de formation intensive en data IA, et donc à l'heure actuelle, ils sont en alternance chez nos partenaires. Donc, on a 9 partenaires, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont accepté de suivre la formation. Déjà, on a eu beaucoup de points ensemble pour des points pédagogiques pour savoir et pour coller au mieux aux besoins du territoire sur la formation, et ont accepté dès le début de la formation d'accueillir des alternants de Microsoft IA. Donc, ça veut dire que quand on a reçu les apprenants, il y avait déjà des contrats d'alternance qui étaient proposés à l'école par les acteurs locaux. Donc, merci à eux, parce que c'est grâce aussi à cette dynamique qu'on arrive à développer ce genre de formation. Et je pense que là, tout le monde est gagnant. Donc, les apprenants arrivent, ont déjà une alternance, ils apprennent un nouveau métier et sont accueillis par des entreprises qui ont vraiment des besoins sur ces compétences. Donc, les 9 partenaires, j'espère que je n'oublie personne parce que je fais de tête. Si j'oublie quelqu'un, n'hésitez pas à me le rappeler. Donc, évidemment, on a Capgemini, Crédit Agricole, on a Arkea, on a Brest Métropole, l'ADEPA, on a Eureden, le CHRU, Verlingue en assurance, Thales et Alcatel. Je pense que j'ai oublié personne. J'aurais dû compter. J'en ai bien fait 9. 48. On a une vingtaine de personnes. On entend un tout petit peu plus. Ouais. Du coup, je propose d'attendre encore 1-2 minutes que tout le monde se connecte. En attendant, je propose de faire un tour de table des speakers. On va commencer dans l'ordre de passage, si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais commencer par laisser Jean-Gaël, Céline se présenter. Luigi, s'il arrive à résoudre son petit bug, à nous rejoindre, on verra. Ok, merci Stéphane. Bonjour à tous, Jean-Gaël Levourche. Donc, je suis chef de projet chez Capgemini depuis une vingtaine d'années à peu près. Donc, j'ai géré pas mal de projets. Et puis là, il y a un projet que l'on traite avec Luigi et Céline et que je vais avoir la chance de vous présenter dans les minutes qui suivent. Donc voilà pour moi. Merci Jean-Gaël. Céline ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Céline, je suis en formation à l'école Microsoft IA et je suis en alternance donc chez Capgemini depuis le 2 juin. Et donc, j'ai travaillé avec Luigi donc, sur le projet qui va vous être présenté tout à l'heure. Bon, je crois Voilà. que Luigi n'a pas réussi à se reconnecter, donc j'espère qu'il va arriver rapidement, qu'il va y arriver. Donc, je vais laisser au Crédit Agricole aussi se présenter. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Audrey Brossard et je suis chef de service territoire et responsabilité sociétale et j'ai dans mon périmètre la RSE qui a été, on vous l'expliquera un peu plus tout à l'heure, le fait déclencheur de notre accompagnement de tout ce projet
Microsoft, voilà, de la création de l'école à l'accueil des apprenants aujourd'hui. Bonjour, moi je suis Denis Talidec, j'accompagne Audrey dans ce beau projet sur l'intelligence artificielle et au Crédit Agricole, je m'occupe de tout ce qui est transformation et innovation et notamment accompagnement du projet IA pour lequel on va vous donner un petit peu la façon dont on a engagé ce sujet au sein de notre entreprise. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui et de partager un peu vos expériences. Et peut-être juste une précision, on fait, Denis et moi, une spéciale dédicace aux apprenants qui sont dans la conférence, donc Jérémy, Jamal et Patricia, qu'on salue amicalement. Et à mon tour, Jean-Gaël, je me permets d'appuyer aussi la spéciale dédicace à Céline et Luigi. Merci à vous. Merci. Ouais, merci en tout cas. C'est bien. Bonne ambiance, ça commence bien. Luigi, j'ai pas de nouvelles. J'espère qu'il a réussi à redémarrer sa machine. Bon, on va quand même commencer par Capgemini comme c'était prévu. J'espère que soit Luigi arrivera à nous rejoindre, soit vous arriverez à... On va s'adapter, pas de souci. S'adapter. Donc, voilà. Donc, on va commencer par une présentation d'un projet fort intéressant d'ailleurs de Capgemini qui va vous expliquer pour qui il travaille et quel est le but de ce projet. Donc, je laisse Jean-Gaël lancer. Ah, Luigi est de retour. Donc, tu es en train de te connecter. Donc, voilà. Du coup, on a fait un tour de table pour se présenter. Luigi, je te laisse peut-être 30 secondes pour te présenter et puis on va pouvoir lancer le projet Capgemini. Tu as ton micro qui n'est pas activé sur Zoom. Voilà. Voilà. Alors, moi, c'est Luigi. Je fais partie du coup des 20 apprenants à l'école Microsoft IA. Et du coup, je suis aussi alternant chez Capgemini, actuellement avec Céline. Et donc, on a eu à travailler, on a un projet qu'on va présenter justement pendant la présentation. Voilà. Merci, Luigi. Oui, j'ai oublié de préciser, pour les questions, pour que ce soit plus simple et que les intervenants puissent, parce qu'on n'a qu'une heure, donc puissent présenter ce qu'ils ont préparé. Je prendrai les questions dans le chat et je les poserai au moment opportun, du coup, sur les sujets que vous voulez questionner, en sachant qu'on va découper la présentation en deux parties. On va laisser dans un premier temps Capgemini présenter le projet et puis après Audrey et Denis vont nous présenter la démarche qu'ils ont entamée au sein du Crédit Agricole. Donc je vous laisse la main, Jean-Gaël. Ok. Alors, partager. Merci Stéphane. Je vais mettre en plein écran. Hop. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. C'est tout bon? Oui, c'est oui, OK. Ok, parfait. Donc avec Céline et Luigi, on va vous présenter un cas d'utilisation qu'on a fait pour la SNCF, notre client SNCF, avec l'utilisation d'IA pour répondre aux besoins qu'on avait identifiés pour la SNCF. Donc tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais en quelques lignes vous relire le sujet que Luigi et Céline ont traité. C'est comment Capgemini met en place une solution de digitalisation de l'infrastructure du réseau SNCF en utilisant l'IA et surtout en remplacement de la saisie manuelle actuellement en place qui se fait à partir de plans papier. Et donc, on va remplacer cette saisie manuelle par de l'IA, par de l'automatisation, dans un double objectif d'amélioration de la productivité, mais également de la qualité de la saisie. Donc, en deux mots, je vais vous présenter comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc, on est dans le cadre de la SNCF. La SNCF, donc, il y a un patrimoine ferroviaire important. Et donc, ce patrimoine ferroviaire est décrit, mais aujourd'hui, il est décrit sous forme de plan papier.
Donc, c'est la première image que je positionne en haut de ce slide. Vous avez toute une série de plans papier qui représentent l'implémentation du réseau ferré sur la France. Donc, ces plans papier associés à une norme représentent l'implémentation de toute l'infrastructure ferroviaire. Donc, dans le projet actuel, nous avons développé une solution donc complexe et sécurisée qui permet donc à 2 types de personnes qui travaillent en binôme, donc à la fois des experts en signalisation ferroviaire et des géomaticiens. Donc c'est ce binôme de personnes qui à l'aide des outils qui sont actuellement en place, permettent de retranscrire les données papier en informations numériques. Et donc tout ça pour pouvoir les stocker, mais également les partager au sein de l'entreprise. Donc le petit graphique qui n'est pas très beau, mais que j'ai positionné en bas, c'est pour vous dire que le logiciel actuel donc, est composé de sous-processus qui vont du sous-processus 0 jusqu'au sous-processus 9. Et vous voyez tous les processus. Le premier, c'est l'acquisition numérique. Le deuxième, c'est l'extraction de fils de voix, puis la caractérisation des topologies, et ainsi de suite, jusqu'à la description complète de l'infrastructure ferroviaire. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Donc vous avez la photo réelle sur la partie gauche. Vous avez des personnes qui travaillent en binôme, donc l'expert ferroviaire à même de lire les plans et le géomaticien à même de placer les objets en utilisant une géographie de référence. Et puis vous avez l'outil sur la partie droite, l'outil qui est aujourd'hui en place, donc voilà, qui représente des vues aériennes du réseau ferré. Et puis après, à lecture des plans, on va dire, voilà, à cet endroit-ci, exactement, il y a un crocodile, il y a une balise KVB, il y a par exemple un passage à niveau ou un passage sous pont. Il y a toute la série des objets et on va venir, à l'aide des plans techniques, à l'aide des experts ferroviaires, à l'aide des géomaticiens, positionner manuellement ces objets dans l'outil. Donc, ça nous permet actuellement de numériser. C'est comme ça que l'on fait. Donc, ça, c'est une application qui a été construite il y a une petite dizaine d'années, on va dire, et qui est toujours utilisée. Ce qu'on s'est dit avec la SNCF, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer cette cible, améliorer cette solution informatique en se définissant conjointement une cible. Donc, l'idée première, c'est peut-être comment est-ce qu'on ne pourrait pas acquérir des images de qualité en positionnant par exemple des caméras sur des trains. Après, le deuxième point, ça serait comment est-ce qu'on ne pourrait pas par exemple analyser ces images et identifier les objets qui sont dans les images. Le troisième point, c'est une fois qu'on aura défini les objets, comment est-ce qu'on pourrait peut-être réussir à identifier la position GPS de l'objet à partir des coordonnées de la photo. Donc, GPS, ça veut dire un objet qu'on a identifié, on lui donne une composante X, Y, Z pour pouvoir le placer dans l'espace et donc le placer après sur la voie. Et après, en reprenant le logiciel en place que je vous ai présenté, plutôt que ce soit les opérateurs experts ferroviaires et géomaticiens en binôme qui viennent placer les objets sur la voie, pourquoi ne pas venir prépositionner les objets qui auront été identifiés dans l'image à l'aide des coordonnées GPS? Donc ça, c'est vraiment la démarche et la cible que l'on tente d'atteindre. Donc pour exemple, je vous ai présenté sur la partie droite les principaux objets ferroviaires que l'on traite aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, ce sont vraiment les principaux. Donc si vous prenez le train, de temps en temps, vous pouvez voir sur la voie, par exemple, ce qu'on appelle des pancartes Z. Donc ce sont ces pancartes-là. Vous pouvez également voir des crocodiles. Donc c'est ce qu'il y a, la partie métallique qu'il y a entre deux rails ferroviaires. Vous pouvez également trouver sur la voie des balises. Les balises, c'est ce petit carré-là qu'il y a entre les rails et qui concrètement permet de piloter la vitesse du train. Donc, il y en a tous les kilomètres, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir les identifier et de les positionner. Et évidemment, le dernier objet principal, ce sont les signaux. Donc les signaux avec des feux rouges, voilà, placés sur des portiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Donc comme je vous disais, on a équipé des ESV. Donc ce qu'on appelle des ESV, ce sont des trains, ça veut dire engins de surveillance. Et on a équipé 3 ESV de 2 caméras chacun. Donc on a placé une caméra à l'avant d'un train, une autre caméra à l'arrière d'un train. Et puis ces ESV sillonnent tout le réseau ferré français par définition et donc acquièrent de l'image. Ensuite, ces images sont acquises et stockées sur un disque dur à l'intérieur de l'ESV. Et chose importante, c'est que ces caméras sont reliées à une antenne GNSS. Donc ça nous permet d'avoir une prise de vue, associée à une prise de vue, une position GPS de l'image.
Donc, c'est là-dessus qu'arrive arrive la position GPS de l'objet et de l'image. Donc, à titre d'exemple, voilà ce que peut prendre un train, par exemple. Il prendra ce genre de photo. Et puis, ce genre de photo, on verra, par exemple, nous, à l'œil nu, on réussit à identifier que ici, on a une balise KVB, ici, on a un crocodile, ici, on a un deuxième crocodile. On a également des armoires, on a des feux tricolores et on a ce que je vous ai présenté tout à l'heure, des panneaux Z. Donc, on a cette série de photos donc qui fait partie intégrante de la collecte d'images qui est réalisée. Et à chaque photo, donc chaque photo indexée, donc ça nous permet de retrouver la photo, est associée ce qu'on appelle une GPS week et une GPS time. Donc ça veut dire clairement de positionner une date d'acquisition. Également une longitude, une latitude et une hauteur. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une XYZ. Donc là, on est sur longitude, latitude et hauteur de l'image acquise. Je passe la main à Céline et Luigi, donc qui vont vous présenter les deux modèles que l'on a mis en œuvre. Oui, alors je vais peut-être faire un partage d'écran, ce sera peut-être plus simple. Vas-y, donc il faut que je lâche le partage d'écran. Hop, j'arrête. Et je te passe la main, Céline. Voilà. Alors, j'aimerais bien mettre... Parfait, on aperçoit ton écran. Voilà. Donc, le premier modèle donc, que l'on a testé donc, pour faire la détection d'images, c'est le modèle de TensorFlow SSD Object Detection. Donc, c'est un modèle donc, qui permet de faire du traitement d'images en fait, en temps réel et qui donc permet d'identifier si un objet parmi un ensemble d'objets qui figurent dans l'image est présent. Et également de fournir des informations sur sa position à l'intérieur de l'image. Donc, le mode opératoire pour ce modèle, ça va être tout d'abord de labelliser, de mettre en fait une étiquette sur les différents objets que l'on veut détecter. Et pour cela, on va utiliser donc le logiciel Label Image. Donc, on va en fait construire ce que vous voyez donc sur l'image de droite, la box, en fait le carré qui entoure l'objet que l'on veut détecter. Et donc, on va assigner une classe à ces différents objets, donc à savoir si c'est un signal, une pancarte Z, une balise ou un crocodile. Et puis à partir de là, donc on va soumettre nos images donc au modèle et en retour, on va avoir donc la liste des objets qui va être détectée, avec donc évidemment la box, la boîte qui englobe l'objet, et puis donc l'affichage du score de détection de l'objet. Alors, on va également définir dans ce modèle donc, ce qu'on appelle un seuil de coupure en fait, pour fiabiliser la détection de l'objet. C'est en fait un seuil de détection qui permet en fait d'écarter tout ce qui est faux positif. C'est-à-dire, par exemple, si un objet, je vais donner un exemple, une pancarte G qui va être détectée comme une pancarte Z. Ou bien ce qu'on appelle les faux négatifs, à savoir détecter, passer à côté de détection d'objets qui vont nous être utiles pour la suite. Donc voilà, donc là vous avez bien à droite donc l'illustration donc de ce que va nous fournir le modèle et le résultat donc attendu. Donc là nous avons par exemple pour la pancarte Z, nous avons elle a été détectée à 32%, on va dire. Voilà. Et donc on a fixé un seuil de détection à 25%, donc tout ce qui est en dessous n'apparaîtra pas à l'écran. Donc je vais laisser la parole à Luigi pour la présentation du second modèle. Oui, si tu peux juste laisser ton partage d'écran, s'il te plaît, parce que j'arrive, mon PC il bug et il n'y a rien qui marche. Pas de souci, voilà, on y est. Alors, moi, je vais parler du deuxième modèle qu'on a trouvé. C'est un modèle qui appartient à la librairie Detectron. Et Detectron, c'est une librairie qui a été créée par une filiale de Facebook spécialisée dans la détection d'objets. Et en fait, ici, avec ce modèle-là, il utilise ce qu'on appelle de la segmentation. Et en gros, on va appliquer un masque à l'objet. Le masque, c'est ce que vous pouvez voir sur l'image. Par exemple, vous avez en gros la box qui est sur l'image. Et sinon, à l'intérieur, vous avez une sorte de filtre qui s'applique à l'objet. Et en fait, ça permet au modèle d'être plus précis. C'est-à-dire que plutôt que de juste faire une box autour d'un objet, on va dire,
moi, je veux plutôt l'objet lui-même, je veux pas tout ce qui est autour. Et donc, c'est comme ça que globalement, ce modèle-là, il fonctionne. Et en fait, par contre, ici, on va utiliser un logiciel qu'on appelle Labelme. C'est lui qui permet d'appliquer les différents masques que vous voyez à l'image. Une fois que c'est fait, on va entraîner le modèle. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il applique pendant l'entraînement ce qu'on appelle de la data augmentation. C'est quoi la data augmentation? La data augmentation, c'est le fait d'augmenter le nombre d'images qu'on va donner au modèle, parce que plus un modèle a des images pour l'entraînement, plus il sera efficace. Et en comparaison, on peut voir que ici, du coup, le seuil, il est à 80%, justement parce que lui, du coup, il est beaucoup plus efficace comparé au modèle précédent. Et on a des détections beaucoup plus élevées quand on regarde les sorties au niveau du signal, du score. On a 100% au niveau des signaux, 98% au niveau des crocodiles. Si tu peux passer, s'il te plaît, à la diapo suivante, s'il te plaît. Ok. Et du coup, là, en fait, on a fait une comparaison sur une image que le modèle ne connaît pas du tout. C'est une image qui a été trouvée sur Internet. Et si on compare, du coup, on voit déjà que le seuil de détection pour le premier modèle, il était à 10% parce qu'on était obligé de passer à 10%. Autrement, il ne verrait, soit il ne voit pas les objets, soit il a ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire qu'il voit des objets qui ne sont pas vraiment des objets qui nous intéressent. Et par exemple, pour le signal à gauche, on a un score à 25%, contrairement au modèle à droite où on a 100% en fait de détection. Et ça va être pareil pour les balises en dessous. On a 14% pour la balise à gauche, et sur l'image à droite, on est entre 30 et 50% pour les balises. Et pareil, le seuil de détection, le seuil qu'on a mis, il est à 50%. Donc, on a toujours, pour ce modèle-là, les résultats attendus étaient vraiment assez élevés comparé au premier modèle. Donc, on a décidé de rester sur le modèle de Detectron parce qu'il était plus adapté à nos besoins. À savoir que ce modèle-là, de base, vu que c'est des modèles préentraînés, le modèle à droite, du coup, il connaît déjà de base ce que c'est un signal. Donc, il aura plus de facilité à les trouver, contrairement au premier modèle qui, lui, connaît vraiment rien de ce domaine-là. Il faut tout lui apprendre. Et je vais laisser Céline prendre la main pour la suite, pour justement comparer tout ce qui est statistique. Voilà. Donc là, on a fait un tableau récapitulatif sur un échantillon d'objets à détecter. Et on constate bien que sur le modèle Detectron 2, donc pour tous les il arrive quasiment à détecter tous les objets avec une précision qui est de 90 voire au-delà de 90%, alors que sur le modèle SSD, non seulement il a du mal à détecter les objets, mais la précision est beaucoup moins intéressante. Donc, si on regarde les caractéristiques des deux modèles, on peut dire que le modèle SSD, c'est un modèle de détection, contrairement au modèle de Detectron où on est sur de la segmentation. Dans le modèle SSD, on va utiliser des box, alors que pour le Detectron, donc, comme l'a expliqué Luigi, on va être sur des masques et on va vraiment se concentrer sur l'objet à détecter. Pour le modèle SSD, on a une précision qui est quand même relativement moyenne, alors qu'on a une bonne détection pour le Detectron. Par contre, le modèle SSD est un modèle qui est beaucoup plus rapide. Néanmoins, on a des taux d'erreur quand même qui sont très importants, avec donc un nombre important de faux positifs. Alors, on a constaté que c'était beaucoup plus marqué sur les objets comme les balises et les pancartes Z. Et puis, donc, on a un problème de fiabilité donc, au niveau des détections, avec donc, des mauvaises détections avec un seuil de score qui est trop bas et une élimination donc, des objets détectés pour un seuil qui est trop élevé. Au niveau du nombre d'itérations, donc des steps que l'on utilise pour le modèle, c'est pareil. SSD, on a besoin d'un nombre d'itérations qui est beaucoup plus important, puisque là, on était arrivé à 70 000 steps contre 3 000 pour le modèle de Detectron.
Et puis, l'inconvénient également du modèle de SSD, c'est que comme on fonctionne avec un système de box, du coup, on peut capter en fond en fait, des objets et ça va entraîner un biais dans le modèle parce que, par exemple, dans le cadre de la détection de crocodiles, au niveau de la box, on va également avoir une partie des rails sur les côtés et donc, du coup, ça va engendrer un biais supplémentaire au niveau du modèle et ça va fausser un petit peu les résultats. Ça détecte mal aussi les petits objets, notamment au niveau des balises. Et puis, donc, ça nécessite un jeu de données qui soit suffisamment important, puisque là, avec le détectron, avec beaucoup moins d'images, on avait de meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça que notre choix, c'est vraiment concentré sur le modèle détectron, puisque c'est un modèle qui est beaucoup moins lourd, avec de meilleures performances, meilleures détections. Alors, sachant que pour les prochaines étapes sur ce projet, c'est qu'on va être amené à travailler donc, sur un jeu de données qui va être beaucoup plus important. Il va falloir également qu'on fasse des tests sur les différents modèles existants de détectrons, peut-être des modèles qui ont déjà été pré-entraînés plus sur ce type d'image. Et donc, il sera en meilleure adéquation donc, avec nos images à nous. Et puis, éventuellement, donc, jouer sur les différents hyperparamètres du modèle pour pouvoir améliorer également les prédictions et les performances générales. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Gaël pour la suite de la présentation. Merci Céline, merci Luigi. Est-ce que tu gardes la main, Céline? Non, j'aimerais bien, t'aimerais bien me passer la main. Je vais reprendre la main. Sortir de là, donc je ne sais pas comment Bouge faire. pas, bouge pas. Hop, je vais reprendre ça, partager. Pendant que vous reprenez les mains, là, j'invite, si certains des spectateurs ont des questions, de les poser maintenant dans le chat à propos du projet qu'on vient de vous présenter. Très bien. Donc, on était là. Hein. Vous apercevez bien l'écran? C'est bon, j'ai repris la main? Oui, c'est OK. Ouais, c'est OK, parfait. Parfait. Donc, sur le slide suivant, donc, on vous a positionné avec Sally et Luigi une petite vidéo qui vous montre un petit peu concrètement hein, ce qui a été fait. Donc là, c'est la série d'images qui est acquise, qui est analysée par les algorithmes et les traitements qui ont été mis en place par Céline et Luigi. Vous avez pu apercevoir des objets qui ont été détectés. Et puis là, donc la fin de la vidéo, on va s'arrêter sur la dernière image du jeu de données que l'on avait, qui nous permet de détecter, sous couvert du traitement qui est passé, hein, vous voyez ici les différents feux, le crocodile, un crocodile ici, et puis voilà. Donc ce sont les premiers objets que l'on a réussi à mettre, que Céline et Luigi ont réussi à mettre en œuvre dans leur traitement et qui donnent déjà des premiers résultats. Donc les résultats à date et quelles sont les prochaines étapes. Donc à date, donc on a réussi, Céline et Luigi ont réussi à mettre en place une solution d'identification des objets au travers de l'analyse de photos et d'algorithmes programmes IA. Donc, on voit bien qu'il y a deux algorithmes qui ont été étudiés. On a réussi à faire notre choix par rapport à notre contexte. Ce qui est important de noter, c'est donc c'est une solution qui est en apprentissage et en amélioration continue. Donc, ça veut dire que plus on va acquérir d'images, plus on va passer les traitements sur ces images-là, plus on va fiabiliser et augmenter le taux de détection. Le dernier point qui aussi est très important pour moi, hein, vous avez tous noté que Céline et Luigi ont commencé leur alternance en entreprise le 2 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin et on vous fait une présentation qu'on a élaborée la semaine dernière. Tout ça pour vous dire que ce sont donc des collaborateurs brestois qui ont réussi à mettre en place dans un délai très très court, donc c'est moins d'un mois, hein, on a réussi à mettre en place ce sujet-là d'identification des images et c'est vraiment assez impressionnant. Donc les prochaines étapes, si on prend un peu de recul, donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des images qui étaient acquises et chaque image avait sa position GPS. Maintenant, le coup d'après, ça va être donc analyser l'image, identifier l'objet et réussir à partir de la position GPS de l'image à définir la position GPS de l'objet dans l'image. Une fois qu'on aura ça, ça nous permettra de prépositionner nos objets détectés de façon automatique dans le premier logiciel que je vous ai présenté en introduction pour donner à l'expert ferroviaire et au géomaticien une carte pré-remplie avec les objets prépositionnés sur la voie. Et donc, le rôle du géomaticien et de l'expert ferroviaire,
ne sera plus, entre guillemets, que dans de la validation de prépositionnement et de type d'objet. Donc voilà, donc ce sujet-là, on va continuer à avancer dessus avec un objectif qui avait été annoncé en introduction, hein, qui est bien l'amélioration de la qualité de la saisie qui est réalisée et également l'amélioration de la productivité des équipes. Et donc quand je dis productivité, c'est bien évidemment dans un objectif d'amélioration de coût. Voilà, Okay. j'ai terminé, nous avons terminé. Merci à vous trois. Donc on a quelques questions là. Première question, est-ce que toutes les images du jeu ont été taguées à la main? Oui. Le jeu d'entraînement, excusez-moi. Oui, on a eu alors pour le premier test, on a eu une première vidéo de 3 minutes avec 600 images. Et du coup, on a dû les labelliser à la main. Mais par contre, il faut savoir que sur les 600 images, on a eu maximum une cinquantaine d'images avec des objets qui nous intéressaient. Oui, on a eu beaucoup d'images où, comme on n'avait rien dessus, ni pancarte, ni balise, du coup. Donc finalement, c'est pas. Au final, on peut avoir, je ne sais pas, 6000 images, mais sur les 6000, on aurait 2000 ou 1500 ou beaucoup moins avec des images qui nous intéressent. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait vu avec Jean-Gaël, justement, pour avoir un dataset plus important, pour justement enrichir le dataset d'entraînement. Et du coup, vous êtes arrivé à un dataset avec combien d'images une fois enrichi? Alors, pour ce premier test, oui, toujours pour l'entraînement, ouais. Pour ce premier test, on a eu pour le premier modèle, je lui avais donné 50 images pour l'entraînement. Et pour le deuxième modèle, je lui ai donné 20 images. Il était beaucoup plus efficace. Mais là, du coup, pour l'instant, on est en acquisition de données. On est en train de labelliser justement les images pour faire le modèle, pour le réentraîner. On n'a pas de chiffres précis pour l'instant. Voilà. Du coup, question. Pour le deuxième modèle Detectron 2, les scores que vous avez obtenus, c'est sur des images de test? Oui. Oui. Sur les images de test. Et en fait, on a divisé, du coup, on a fait une partie train et test. Et la vidéo qu'on vous a donnée, c'est une vidéo, c'est la vidéo du coup qui fait partie du test. Et on vous a sorti aussi les images sur le test et une image sur, du coup, j'ai aussi testé sur une image internet, c'est-à-dire une image que j'ai prise au hasard. Oui, une image quelconque, oui. Ok, et dernière question sur le sujet. Quels sont les hyperparamètres que vous avez ajustés pour améliorer la prédiction? Alors, pour l'instant, on n'a pas du tout touché aux hyperparamètres. On a pris le modèle de base tel qu'il était. On s'est dit que… On a quand même joué un petit peu sur le nombre de steps, mais oui, pour l'instant, oui. Le nombre de steps, c'est par rapport à ton entraînement, ton jeu d'entraînement, ce qu'on y par rapport à sa taille. Du coup, pour l'instant, on a juste touché au nombre de steps par entraînement, mais tout ce qui est hyperparamètre, c'est-à-dire le learning rate, etc., on n'a pas du tout touché. Non, pas pour l'instant, non. Pour l'instant, c'était pas la priorité. Ça serait plus au stade d'amélioration de la détection. On est vraiment au début. Mais c'est vrai que c'est une autre piste, effectivement, pour améliorer les performances du modèle. Ok, là, vraiment, dernière question, parce que je pense qu'elle est intéressante aussi. Et après, on passera au témoignage du Crédit Agricole. Par rapport, du coup, vous avez parlé d'une cinquantaine d'images. Du coup, est-ce que ce n'est pas un peu faible pour un entraînement comme dataset? Vous n'avez pas l'impression? Si, c'est très faible même, c'est quasi nul. Mais en gros, vu que pour l'instant, on avait ça pour l'instant de disponible. C'est pour ça qu'on avait vu avec Jean-Gaël pour avoir un dataset plus important. Plus important, oui. On a eu 5 Tera de vidéos et du coup, on va travailler avec ça pour justement enrichir l'entraînement. Mais déjà, on peut constater que le modèle de Detectron, il se débrouille très bien vu que je lui ai donné que 20 images. Il savait déjà très bien. Du coup, là, j'ai fait des tests sur d'autres vidéos de tests et il s'en sort très bien, même si il fait très bien les détections. Après, c'est vrai qu'on a une data augmentation aussi qui fait que ça améliore aussi les choses. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour. Il y a encore quelques questions. On verra si on a le temps à la fin parce que il va être intéressant aussi d'entendre l'expérience du Crédit Agricole. Juste, Jamal, on pourra te répondre
quand on aura le temps, pire, en dehors du plateau. Merci à vous trois, en tout cas, pour cette présentation. Merci Céline, merci Luigi et merci Stéphane. Merci. Le projet très intéressant aussi, c'est vraiment un vrai cas concret au service d'une entreprise que tout le monde connaît. Donc, et c'est ça. Merci à Team SNCF. Voilà. Et on va attaquer du coup maintenant les discussions avec Audrey et Denis pour la démarche qu'ils ont lancée au sein du Crédit Agricole. Démarche qui tourne autour de l'IA et donc de l'accueil d'alternants, en tout cas pour lancer certains projets. Donc du coup, attendez, je jongle un peu avec mes fenêtres et je vois Denis et Audrey. Donc on va commencer par une première question. Donc pourquoi avoir lancé une telle démarche au sein de votre case régionale et puis comment on s'y prend? Eh bien, en fait, c'est assez simple. La jeunesse de cette histoire, elle est notre implication en fait à l'ouverture de l'école Microsoft en tant que partenaire au tout départ. Et c'est d'avoir immédiatement pris l'engagement au moment où le projet naissait à Brest d'accueillir un certain nombre d'apprenants pour garantir en fait l'ouverture de cette école. Donc notre direction générale avait clairement affiché notre envie de participer à la naissance de ce projet à Brest. Et donc on avait dit tout de suite on accueillera des apprenants. Puis une fois qu'on a posé notre engagement et qu'on s'est dit on est là et on soutient, on se pose un peu la question de nous comment on fait, on en est où nous en matière d'intelligence artificielle. Et c'est là où par rapport à ce que Capgemini vient de présenter, vous allez voir que nous on était vraiment bien plus en amont en fait dans la démarche. C'est quand on a fait un petit état des lieux, on s'est dit l'intelligence artificielle grosso modo on voit à peu près ce que c'est, mais on n'a pas d'application concrète, nous, dans les équipes du Crédit Agricole du Finistère. Donc, on a commencé à regarder, puisque vous le savez, le Crédit Agricole du Finistère, c'est une caisse régionale qui dépend d'un groupe. On a commencé justement à regarder au niveau national ce qui avait été engagé. Et évidemment qu'on voyait apparaître et naître des projets qui étaient directement utilisés par nos équipes. Donc, l'arrivée d'un chatbot interne qui s'appelle César et qui est un assistant virtuel pour pouvoir répondre aux questions des collègues lorsqu'ils veulent chercher la définition ou les caractéristiques d'un produit. On voyait aussi de l'intelligence artificielle dans la relation client commencer à apparaître. Mais donc, on n'était pas, nous, en local, à la création de ces outils-là. Et donc, on commence, comment on se prépare à une telle démarche et de faire ce fameux état des lieux, de on en est où, quelles sont les compétences et les expériences de nos équipes sur le sujet. Donc là, c'était quand même assez limité. On n'avait pas encore enclenché la dynamique. Et donc, on s'est dit, c'est vraiment une opportunité pour nous de se poser les questions en interne de quoi a-t-on besoin pour bien démarrer et comment on engage toute l'entreprise là-dessus. Donc là, c'est Denis qui est l'expert là-dessus. Ouais, vous l'avez compris, on était sur la ligne de départ et on s'est dit c'est pas le tout d'accueillir des alternants. Finalement, on s'est posé la question avec Audrey, faut quand même qu'on leur donne des projets et des projets qui ont du sens, qui répondent vraiment à la formation qu'ils suivaient et qui répondent bien évidemment aussi aux besoins de l'entreprise. Et comme on était un peu sec sur le sujet, bien évidemment, on avait entendu parler d'intelligence artificielle, mais au-delà de ce terme-là, ça ne nous évoquait pas précisément ce qu'il y avait derrière. Donc l'enjeu pour nous, c'était d'engager finalement toute l'entreprise. Et quand je dis toute l'entreprise, c'est l'ensemble des directions qui, à un moment, intuitivement, se disaient tout le monde, à un moment dans son activité, peut avoir besoin de l'intelligence artificielle pour faire des trucs, quelque part. Et j'emploie volontairement le mot truc parce que finalement, on savait le définir, mais de façon un peu très sommaire. Donc, on se posait un certain nombre de questions. Comment on pouvait identifier les projets pour nos apprenants et qui aient du sens pour eux? Comment on pouvait définir l'IA? Quels apports cela pouvait avoir pour notre entreprise?
comment on pouvait embarquer toute l'entreprise dans cette technologie, parce que c'est une technologie, et puis il y avait un peu l'effet, ouais, bah, c'est pas pour nous, c'est réservé peut-être au national ou à des informaticiens, entre guillemets. Donc on avait toute cette réflexion avec Audrey sur finalement comment on fait pour engager toute l'entreprise, et on s'est inspiré évidemment de ce que faisait l'entreprise en interne, à savoir des appels à projets, des idées, mais on s'est aussi inspiré de ce qui avait pu être fait par ailleurs, et notamment chez nos voisins d'Ille-et-Vilaine. Et puis, on a eu cette idée d'appel à projet. Et la deuxième question qu'on s'est posée quand on a arrêté cette idée d'appel à projet, c'est oui, mais si on fait juste un appel à projet sans avoir auparavant acculturé un minimum ou donné un vernis sur l'IA, et c'était les questions qu'on se posait, il faut qu'on organise quelque chose. Et là, en échangeant avec Microsoft et Simplon, on a proposé finalement un parcours d'acculturation à tous les niveaux de l'entreprise. On a commencé par le comité de direction où sur une demi-journée est intervenu Simplon pour parler de l'IA, de ce qu'il y avait derrière, d'un point de vue technologique, d'un point de vue éthique, de ce que l'on pouvait en attendre. Donc ça a été cette première démarche au niveau du comité de direction qui, pour le coup, a donné encore plus de force à l'appel à projet que l'on a fait ensuite. Et puis surtout, de manière très importante, on a validé, et du coup c'était une vraie démarche de direction qui a aussi évidemment engagé des moyens financiers. On a proposé 2 journées complète d'acculturation sur l'IA à l'ensemble de l'entreprise, et concrètement c'était une 30-35 collaborateurs répartis sur 2 jours qui sont venus assister toujours sur une journée dispensée par Simplon, donc c'était un préalable en fait à l'appel à projet qu'on a lancé à la suite de ces 2 journées-là. Bien évidemment, on avait commencé aussi à organiser des cafés digitaux, puisqu'on était en plein contexte Covid, évidemment, mais pour amorcer la pompe, en fait. Donc, toute cette démarche-là a été un préalable en fait, à l'appel à projet. Et moi, il me semble important de dire que pour toute entreprise qui le fait, il faut absolument passer par là. Alors, nous, on est à l'échelle de 1300 collaborateurs, donc on voulait engager toute l'entreprise. Forcément, quand il y a 10 ou 15 collaborateurs pour une petite PME, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait vraiment cette démarche, et nous, on y a pris du temps avant de lancer l'appel à projet. Sachant que derrière, avec Audrey, juste pour terminer, c'est important, on avait l'idée d'en faire bénéficier à nos clients aussi derrière, pour inspirer d'autres entreprises pour les promos suivantes de Simplon. Voilà. Oui, du coup, Stéphane, vas-y. Pour vous, la phase d'acculturation de vos associés, on est bien d'accord. La phase d'acculturation, c'était tous les services, tous les métiers du Crédit Agricole, pas juste des développeurs ou des gens qui travaillent sur les sujets. Et donc, vous avez trouvé ça important. Et pourquoi c'était à ce point important d'acculturer l'ensemble de l'entreprise sur cette démarche et sur l'IA, parce qu'on peut dire que c'est juste une techno, on ne va pas acculturer sur le web forcément. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, on voulait engager toute l'entreprise en montrant que dans cette transformation, on va dire techno, à tous les niveaux, il y avait des besoins pour lesquels cette techno pouvait répondre. Et que, alors derrière, il y a des notions de productivité, évidemment, toutes ces choses-là, mais que les services ne pouvaient pas aujourd'hui ne pas se préoccuper de cette transformation ou des nouveaux apports de cette technologie et continuer à travailler, alors que derrière, on sait très bien qu'ils ont des problématiques de qualité de service, de productivité. Et alors, c'est une des réponses. Et notre idée, en fait, c'était vraiment on est dans une démarche de sensibilisation et de montrer qu'on peut faire des petites choses sans forcément faire le grand soir tout de suite. Donc c'est finalement, et c'est une volonté de notre direction, de se dire sensibilisons, montrons de façon très concrète que cette technologie-là, on peut faire des choses dans le Finistère. En plus, on a l'opportunité de le faire avec les partenariats qui ont été mis en place avec Simplon et Microsoft. Pour le coup, c'est vraiment un moyen d'engager l'entreprise dans cette transformation, pour le coup un peu technologique, mais pas que. C'est vraiment utiliser au mieux cette techno dans une transformation pour répondre à des problématiques de qualité de service client, de réactivité, de productivité, etc.
D'accord. Donc, si je peux résumer, vous avez dit en gros, voilà, on a l'IA, c'est un outil, voilà un outil, on vous le présente. Et du coup, derrière, vous avez fait un appel à projet pour savoir, en effet, à partir des services, à partir de cet outil, ce que les services peuvent avoir besoin et donc avoir un retour métier sur les besoins de l'IA, c'est ça? Exactement. Et en fait, il y a quelque chose d'important dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque étape de ce lancement de l'intelligence artificielle au Crédit Agricole du Finistère, Patricia, Jérémy et Jamal ont été là. Ils ont été là quand on a construit l'appel à projet et c'est avec eux qu'on a déterminé quels allaient être les critères de chacun des projets qu'on allait observer, comment est-ce qu'on allait guider en fait les porteurs de projets à bien définir via un modèle Canva dédié à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir présenter leur projet. Et donc, on a lancé un appel à idées au mois de février et au mois de mars avait lieu une séance de pitch à laquelle, encore une fois, Jérémy, Jamal et Patricia ont assisté. Ils nous ont permis d'élaborer la grille d'évaluation de chacun des porteurs de projets, des projets présentés. On les avait d'ailleurs préévalués en fait avec eux, de telle sorte à ce qu'on puisse qualifier la part d'intelligence artificielle dans chacun des projets, la difficulté de mise en œuvre et le temps de mise en œuvre, pour que du coup tous les trois, à leur arrivée en septembre, ils aient une bonne vision des projets qu'ils allaient pouvoir mener en fait. Et donc, à chacune des étapes, ils ont été avec nous en co-construction. Et toute cette partie d'acculturation qu'a décrite Denis au préalable nous a permis de recueillir 18 idées de projets. Donc, on a eu 18 pitchers sur une demi-journée qui nous ont présenté des applications d'intelligence artificielle sur des métiers de back-office, sur des métiers commerciaux, sur de l'application directement client. Tu les décriras un peu les projets tout à l'heure, Denis, mais sur des contrôles, etc. Donc, ça a été une expérience finalement super intéressante et le préalable de la sensibilisation a garanti notre capacité à mobiliser les équipes et à démontrer qu'en fait, c'était possible pour tout le monde. Et en fait, quand on a pu observer ce qui s'était passé dans d'autres caisses régionales où ils avaient eu, suite à un appel à idées comme ça, 4-5 projets, nous, on a été hyper surpris d'en avoir 18 et de voir qu'on avait vraiment suscité l'intérêt de plein de métiers différents, plein de collaborateurs différents. Et ce qui a fait en effet la réussite du projet, c'est qu'on ait engagé toute l'entreprise. On n'a pas logé cet appel à projet au niveau des équipes data et pilotage ou au niveau des équipes informatiques. C'était vraiment d'abord, avant tout, une expression de besoin métier auquel l'IA pouvait répondre. Exactement. Et ça, c'est important de prendre sous cet angle-là. Ok, donc ça a plutôt bien marché l'appel à projet. Donc maintenant, vous en êtes où dans votre démarche? Comme le disait Audrey, on a été, disons-le en toute transparence, un peu surpris du succès. Donc, les 18 projets, on n'en a écarté aucun. On les a juste priorisés, en fait. On les a priorisés tout simplement au travers de la disponibilité, du nombre de jours disponibles que l'on avait de nos 3 premiers apprenants. Et on pense d'ores et déjà que les sessions suivantes prendront le relais parce que 18 projets comme ça, on n'aura pas tout fini lorsqu'ils vont terminer leur cycle. Et puis, dans cette priorisation, on a retenu en fait un top 6 et après, on s'est dit on va même retenir un top 3 pour se roder en fait dans l'accompagnement que l'on a de ces projets. Parce que bien évidemment, il y a la techno qui est nouvelle pour nous, mais il y a aussi l'accompagnement, la conduite de projet que les services du coup qui ont été retenus doivent mettre en place par rapport à justement à cette nouvelle techno, mais pas que, avec l'idée d'aboutir, on avance marche par marche, on découvre, et donc on a choisi dans notre stratégie de lancer 3 projets, qui sont les 3 premiers en fait qui ont été priorisés, et puis qui vont faire office finalement de test pour lancer cette démarche et accompagner derrière les services et aussi bien évidemment nos trois alternants parce que ils ont des compétences de développement IA, ils ont aussi d'autres compétences d'accompagnement projet, mais il faut pouvoir bien les accompagner dans les circuits d'entreprise, dans les process, etc. Donc, on a réfléchi aussi à grossièrement mettre en place ce dispositif d'accompagnement et on va le roder sur 3 projets. Donc, notre ambition, c'est bien d'avoir fait les 18 projets d'ici quelques mois. D'accord. Et du coup, voilà, donc vous accueillez trois nouveaux profils professionnels.
Donc des gens quand même assez pointus sur certaines technologies, donc l'IA et la data. C'est pas Bon, comment vous avez fait pour accueillir ces profils et du coup les intégrer dans votre entreprise? En fait, ça a été une vraie question pour nous, où ce que l'on s'est dit, c'est qu'il fallait leur trouver la bonne place dans l'entreprise. Et on aurait pu se dire que c'était intéressant que chacun choisisse un projet et soit immergé dans l'équipe porteuse du projet. On avait cette première option-là. On avait une deuxième option qui était de se dire, on les laisse en pool, c'est-à-dire tous les trois à travailler ensemble, et ils sont coachés par les porteurs de projets. Et il y avait une autre option qui était de se dire, mais finalement, de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin en premier ? C'est bien l'accès à la data. Et donc, il est logé où ? Dans l'organigramme de l'entreprise, cet endroit où il y a l'accès privilégié à la data. Puis finalement, c'est un peu le mix des deux dernières solutions qu'on a choisies. Parce qu'on s'est dit que pour garantir la bonne conduite de la phase d'alternance de Jérémy, Jamal et Patricia, et en même temps pour garantir le succès de chacun des projets, il nous fallait faire en sorte de constituer une équipe projet avec des multi-compétences qui sont évidemment celles des apprenants, mais qui sont aussi celles du porteur de projet, des spécialistes de la gestion de projet, des spécialistes de la data. Donc, on a constitué autour des apprenants une équipe projet systématique. Et puis, au-delà de ça, on leur a aussi proposé d'être accueillis dans l'équipe data et pilotage de la caisse régionale, là où ils sont au plus près de l'accès à la donnée et des outils. Donc ça, c'est plus pour la partie encadrement ou de l'équipe data. Et donc, ils sont toujours tous les trois. On a vraiment écarté tout de suite et rapidement le fait que Jérémy soit dans une équipe et Jamal d'une autre et Patricia une autre, parce qu'on avait aussi cette idée qu'ensemble, ils seraient plus forts et ils pourraient mutualiser les problématiques en fonction des projets. Et ça tombait bien, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Oui, c'est ça. Et vous avez le droit de réagir en live, d'ailleurs, puisque vous êtes là. Oui, ça leur allait très bien. Ils vous laissent parler, ils vous laissent vous débrouiller. J'ai une question qui est intéressante par rapport à vos projets. On nous demande, est-ce que du coup, la facilité d'accès ou la quantité de données qui sont au Crédit Agricole, j'imagine qui sont intéressantes, a été un facteur de décision dans la priorisation des projets? Est-ce que du coup, vous avez commencé par étudier la data ou pas? Oui, la réponse est oui, forcément. Et grâce justement aux journées d'acculturation que l'on avait faites, on avait bien demandé aux équipes, quand ils postaient leur projet, de qualifier leur accès à la data. Alors, c'était une qualification qui n'était pas précise, mais en tout cas, on avait bien, et Jamal, Patricia et Jérémy avaient regardé ça avec les équipes avant les pitchs pour vérifier que, la donnée existait, 2, elle était suffisante, elle était accessible, elle était plus ou moins propre. Et pour ça, il y avait aussi les référents data de chaque direction et de chaque service qui ont pu aussi, pour le coup, dans un premier jet, dire oui, OK, a priori, on a ce qu'il faut. Le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est en effet sur ces projets-là, alors on a fait une première passe, on n'est pas à l'abri qu'à un moment on se dise finalement la data elle y est, mais on a du mal à l'accéder. Notre problème, c'est plus de la manipuler aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans la banque et que pour le coup, on a quelques restrictions. Donc c'est plus ces restrictions-là qui finalement nous ont un petit peu freinés. Que le fait qu'on ait des données ou pas. Parce que finalement, comme on avait réussi notre travail de sensibilisation en amont qui disait s'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA, en gros, je fais un raccourci, globalement, les équipes projet avaient quand même bien regardé en tout cas ce point-là. Mais en effet, c'était un critère très important.
D'accord. Et d'ailleurs, l'éthique était dans la grille d'évaluation, parce qu'on parle du rôle de la banque et de la sécurisation des données, surtout sur de la donnée financière aussi confidentielle. L'éthique était un des critères primordiaux. En fait, on avait même invité dans le jury le responsable de la sécurité financière pour tout de suite être dans cette étape d'être en capacité d'alerter lorsque là, cet usage-là, il n'est pas autorisé. D'ailleurs, on a éliminé des projets par rapport à… Ouais. Voilà, on se disait non, là, c'est trop bon. Plus le temps passe vite, il nous reste que quelques minutes. Je vais inviter aussi les spectateurs à poser leurs questions dans le chat maintenant. Moi, par rapport à ce que vous dites, j'ai une autre question, puis après, je vous laisserai le temps de nous donner peut-être 1 ou 2 exemples de cas concrets sur les projets que vous avez eus, parce que vous venez de dire que l'éthique est important, qu'en effet, en secteur bancaire, je pense que même avant l'arrivée du RGPD, vous posiez des questions sur la sensibilité des données. Est-ce que ça veut dire que derrière, vous avez prévu de refaire un tour, ou en tout cas, vous avez dans l'idée de travailler sur cette partie-là, comment anonymiser des données? Est-ce que la donnée est vraiment sensible? Est-ce qu'on peut la réutiliser d'une autre façon, etc. Oui, alors en fait, dans les équipes projet, il y a régulièrement des contacts avec le service sécurité financière pour s'assurer que les avancées du projet sont toujours conformes vis-à-vis de la sécurisation des données. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a des outils d'anonymisation, précisément, c'est ce que tu dis, Stéphane, d'anonymisation des données qui nous sont fournis par le groupe et qui seront probablement des directives en fonction des projets qu'on aura à traiter lorsque c'est de la donnée, purement client. D'accord, merci. Donc, finalement, nous c'est très encadré. Hein. Pas d'ailleurs que pour ces projets-là, mais tout projet aujourd'hui qui manipule de la data est très encadré. Il y a des process. Et forcément, on a un DPO qui est très regardant. Et c'est son métier. Et pour le coup, on a des dispositifs avec des documents à fournir, à valider, qui passent dans les comités de direction pour valider que justement, on ne fait pas n'importe quoi. Merci, parce que je pense que c'est important aussi d'éclairer cette partie-là, parce qu'on parle beaucoup d'IA, de data, et de dire on ne fait pas non plus n'importe quoi et on n'a pas le droit de tout faire. Ok, merci beaucoup. Donc du coup, peut-être quelques exemples concrets de ce que vous pensez mettre en place, ou commencer à mettre en place avec… Alors, dans le milieu bancaire et dans le milieu des moyens de paiement, nous, on a une préoccupation majeure pour protéger nos clients, c'est la fraude. Donc, on a quelques projets qui sont sortis pour essayer de détecter la fraude sur les moyens de paiement et évidemment d'essayer de détecter en prédiction. Donc ça, c'était un des thèmes qui est ressorti et un des 3 projets qui a été retenu. On a aussi, et ça c'est assez commun à tous, c'est le mail, la gestion des boîtes mail. C'est comment on peut, à partir de l'IA, automatiser ou en tout cas faire des traitements de documents en lecture pour automatiser, gagner en productivité et en qualité. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et là, on avait 2-3 projets sur le sujet, donc du coup, on a un peu regroupé. Et puis, comme on est aussi dans un milieu très réglementé, au niveau des contrôles, de notre contrôle interne, c'est-à-dire sur nos process, on a aussi des projets qui sont sortis pour gagner en qualité et en productivité sur nos contrôles internes, sur des services de production plus particulièrement. Et puis, dernier exemple, le 4e exemple, bien évidemment, on est une entreprise commerciale et on a aussi des projets qui sont sur la gestion des flux digitaux et notamment sur la détection, tout ce qui est attrition ou surtout attrition, pour pouvoir anticiper finalement des clients qui seraient sur le départ par rapport à une mauvaise qualité de service, par exemple. Donc, on a vraiment, pour le coup, une hétérogénéité des projets, là, au travers des 4 exemples que je viens de vous citer. En effet, oui, il y a pas mal de choses déjà. Pour 19 projets, j'imagine que ça… En fait, on a fait de la prédiction, de la reconnaissance, voilà. Et pour le coup, tant mieux pour nos 3 alternants parce que ils touchent un peu à tous les types d'IA. Et puis, nous, on a une expérience donc à peu près les 4 types de
d'IA que l'on a compris qui existait. Ok, merci. Du coup, j'ai une question, je ne sais pas. Bon, ça va, on est à peu près en temps. J'ai pris un peu de temps au début de. On a attendu que tout le monde arrive. Bon, on va prendre 2-3 minutes pour finir les échanges. J'ai une question, mais je ne sais pas si, du coup, parce que là, c'est une question technique. On demande quels outils sont utilisés, du coup, par les apprenants. Bah, c'est bien, ils vont pouvoir répondre. Prenez la parole. Prenez vous la êtes, parole, ils vont pouvoir s'exprimer. Mais du coup, moi, je ne peux pas ouvrir leur micro et je demandais déjà de répondre par écrit, mais ils n'ont pas l'air de voir le message sur le chat. Jamel et Jérémy. Oui, Jérémy peut. Vas-y, Jérémy. Je ne sais pas si par contre, tu n'as pas accès au micro, je ne crois pas. Donc, il n'a pas accès au micro. micro. Réponse par écrit. Donc, en fait, la question, c'est... Non, je ne crois pas. Non. Et moi, je n'ai pas les droits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... du Technopole pour débloquer le micro de Jamal ou de Jérémy. Ah, merci. Donc, Jérémy, tu peux parler pour répondre à cette question sur la techno. D'accord. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, merci, Jérémy. Bonjour à tous. Question très intéressante aussi. Donc, pour les techniques et les outils qu'on va utiliser au sein du Crédit Agricole, alors, pour l'instant, sur ces 3 semaines d'alternance, sur ces 3 premières semaines, on a prévu de travailler on a 2 solutions, pardon. On a la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Zeus, qui comprend des outils de développement d'intelligence artificielle, et principalement sur le langage Python. Donc, on a plusieurs packages qui sont déjà installés. Et on va donc pouvoir les relier avec une autre plateforme qui s'appelle Ambari, qui possède d'autres packages qui vont nous être très utiles pour justement mener à bien nos projets. Et on a aussi une autre solution qui est proposée par le Data Lab de Toulouse, qui est un starter pack en fait pour justement coder nos premiers modèles d'intelligence artificielle, et notamment en lien avec notre premier projet qui s'appelle Condoka, qui est un logiciel qui est déjà mis en place et qui est même en test dans une caisse régionale. Et donc, on va pouvoir repartir sur ce genre de solution, et on espère donc pouvoir mener à bien ces projets-là. Alors, pour les réseaux neuronaux, donc je vais répondre donc à la deuxième question. Maintenant, pour les réseaux neuronaux, on les fait nous-mêmes pour l'instant, mais on est en échange constant avec le Data Lab aussi, pour voir comment eux, ils ont codé leurs IA. Et il me semble qu'ils sont utilisés via TensorFlow. Et, merci. Là, tu as fait quelque chose, excuse-moi. Oui, donc si pour les réseaux préentraînés, alors je pense qu'on va pouvoir se servir de ce que le Data Lab a déjà fait pour certains projets. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, on est encore au balbutiement, on va dire, des projets. On a un peu tâté le terrain, et voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, voilà, qui répond aux questions techniques. Merci, voilà, du coup, c'est bien. Celui qui a posé la question a eu sa réponse. Merci, Jérémy. On touche à la fin, là, du coup, peut-être un mot pour la fin, Denis et Audrey. Je sais pas, ce qu'on peut dire, c'est très, très, très bonne expérience, et on est très content d'avoir accueilli 3 alternants et de la démarche dans le Finistère en général avec Microsoft Simplon. Nous, on est très convaincus, en fait, dès le départ, on a été convaincus que ça pouvait que nous apporter, et on est très content de nos 3 alternants. Ouais. Là, Audrey et moi, on leur a un peu lâché la bride maintenant, parce qu'ils sont avec les équipes et ils rentrent vraiment dans les projets, accompagnés par l'équipe organisation et l'équipe data. Donc, maintenant, nous, on va attendre les résultats concrets, mais on est très, très confiants. Et puis, voilà, donc on encourage vraiment les entreprises à partir dans cette démarche-là. Je pense que ça va être un vrai apport pour nous. Donc, voilà, Audrey, je ne sais pas si tu veux compléter. Si, en fait, je ne sais pas s'ils en sont conscients, en fait, Patricia, Jamal et Jérémy, mais ils nous ont sacrément fait grandir sur le sujet.
Et c'est là où il y a vraiment une relation gagnant-gagnant quand on s'engage aux côtés d'une école comme celle de Microsoft, c'est de constater qu'en fait, on participe à la formation des jeunes talents sur le territoire, mais qu'à l'inverse, en fait, ces jeunes talents, ils font bien grandir les boîtes. Donc, c'est vraiment un constat hyper positif. Et évidemment que l'objectif, il est de poursuivre ces relations avec l'école Microsoft. D'abord parce qu'on va avoir la chance de pouvoir leur offrir un hébergement bientôt. Et puis qu'on a bien envie de regarder comment va se passer la promo 2 et d'être là pour accueillir à nouveau des apprenants et d'en faire la promo autour de nous en disant que ça marche vraiment bien. Et à la preuve, on partait de loin et voilà où on en est aujourd'hui, c'est vraiment top. Ok, donc, du coup, si je peux résumer, il y a quand même deux axes intéressants de ce que vous dites. C'est que, un, le modèle partenariat entreprise-formation, vous trouvez ça très, très vertueux. Voilà, donc du coup, là, avec l'école Microsoft IA. Et deux, du coup, c'est que l'apport de l'IA, en tout cas, commence à creuser ses projets dans la caisse régionale aussi. Vous trouvez que ça permet de partir sur des voies intéressantes pour le Crédit Agricole. C'est un vrai projet de transformation en fait de l'entreprise. Il y en a plein d'autres, mais c'est un stimulus de la transformation des équipes par de l'extérieur pour le coup. Ouais, du coup, ouais, et puis du coup, ce sont un modèle de partenariat aussi qui commence à émerger. Donc, ce partenariat entreprise et formation, du coup. Ouais, bah, merci beaucoup de vous être rendu disponible et merci pour à vous. le témoignage. Merci à toute l'équipe d'organisation et merci aux apprenants. Merci Stéphane. Merci à vous. Je travaille avec le Crédit Agricole depuis quelques mois, et tous les autres partenaires, c'est vraiment pareil, un projet très intéressant côté formation, justement, c'est un peu nouveau aussi, j'en profite de notre côté aussi d'être suivi comme ça par des partenaires des entreprises, parce qu'on a fait pas mal de points pédagogiques ensemble et ça change un peu la donne, parce que du coup, on arrive à être un peu plus concret sur la formation aussi, et puis savoir un peu où aller pour l'évolution pédagogique des apprenants, et puis apparemment, c'est bien, tout l'écosystème a bien réussi à faire fonctionner ça. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci aussi, donc du coup, ils ont un peu coupé leur micro pour laisser la place au Crédit Agricole, mais merci évidemment à Capgemini de s'être rendu disponible et d'avoir partagé un de leurs projets avec nous. Nous on a terminé, mais pour vous rappeler que les IAD ça continue cet après-midi. Donc en début d'après-midi, vous avez le choix entre deux plateaux, IA et Compta sur YouTube, et sur Zoom, on continuera avec des apprenants de l'école Microsoft IA Brest qui vous vont présenter du coup des cas d'usage sur lesquels ils ont travaillé pendant la formation, des cas concrets. Et on a la chance, on aura Arnaud Willem avec nous, un des partenaires aussi de l'école, qui va expliquer la démarche autour de l'Open Data Métropole et du coup des échanges qu'il a pu avoir avec les apprenants sur ce sujet. Donc, bon appétit à tout le monde, parce que j'imagine qu'on va pouvoir manger. Bon appétit, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.